le quartier CIE à Bingerville, sous les eaux, des maisons ont été inondées. D'importants dégâts matériels ont été constatés après une pluie diluvienne qui s'est abattue sur cette localité ce matin. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. 4 télévisions privées commerciales ont été autorisées à diffuser en Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres de Live TV et Sorano Côte d'Ivoire. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien. À l'étranger, en Syrie, l'évacuation des rebelles et de leurs familles est en cours. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 29 autocars et 19 ambulances ont été mobilisés pour évacuer les civils et les rebelles des quartiers d'Alep-Est. Bonsoir et bienvenue. Triste décor au quartier CIE à Bingerville, sur lequel une forte pluie s'est abattue. Des maisons ont été inondées, des voitures emportées, des murs sont tombés sous la pression de l'eau. Cette inondation est intervenue après une pluie diluvienne ce matin. Des familles se sont retrouvées sans abri. Aucune perte en vie humaine n'a été constatée, mais un enfant de 8 ans reste introuvable. Malika Koulibaly. Voici le visage que présente le quartier CIE après la forte pluie qui s'est abattue à Bingerville. Des familles délogées par l'eau qui a envahi littéralement leur maison. Tous les meubles, que ce soit les fauteuils, que ce soit les réfrigérateurs, les congélateurs, tout est parti en sac, les lits, les matelas, tout. Parce que la taille de l'eau avait environ 1,50 m. Dans son courant, la pluie n'a fait aucune distinction, ni même de race. Chez ce ressortissant français, les dégâts sont tout aussi considérables. Groupe électrogène qui fait 80 kg, on l'a retrouvé 100 mètres plus loin à côté des compteurs à eau. Vous voyez un peu la force de l'eau qui arrivait. Alors imaginez le frigo, la machine à laver, la gazinière, le matériel IFI, les enceintes, tout ça, tout est mort. Cet incident n'est pas le premier du genre. Et les victimes visiblement remontées compte se fait récurrent, accusent. Depuis qu'on a mis les maisons en vente, qu'on a achetées, alors il y a eu des modifications. Et c'est ce qui a empêché l'eau de passer sur le lit naturel. Et l'eau étant stockée, il a cherché des passages. Depuis 6 ans, nous sommes dans cette affaire-là. De la mairie, en passant par toutes les autorités compétentes, on a adressé des courriers. Ça a accouché d'une souris. Je vous en prie, aujourd'hui, que ce soit vraiment la fin de notre calvaire. Heureusement, pas de perte en vie humaine, mais on le devine, la nuit sera longue pour ces familles qui risquent de dormir à la belle étoile. Live TV, Optimum Média Côte d'Ivoire, la société audiovisuelle de Côte d'Ivoire et Sorano Côte d'Ivoire, ce sont les 4 télévisions privées autorisées à diffuser dans le pays. Cette décision rentre dans la droite ligne de la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien. Elle arrive 12 ans jour pour jour après l'adoption de la loi sur l'audiovisuel. Adama Koni. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a procédé le 30 mai 2016 au lancement de 2 appels d'offres clos le 31 octobre 2016 en vue de l'autorisation de 1. 10 éditeurs de programmes pour l'exploitation d'un service de télévision privée commercial en clair sur le réseau TNT. 2 opérateurs de multiplex pour la distribution de services de télévision payants sur le réseau TNT. À l'issue de la transmission par la commission d'examen des rapports techniques, le collège des membres de la ACA, après délibération, en a entériné les conclusions. Ainsi, en ce qui concerne 1. L'appel d'offres du 30 mai 2016 pour l'autorisation d'éditeurs de programmes en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé commercial, en clair sur le réseau TNT, le collège de la ACA a autorisé par décision du 14 décembre 2016 les sociétés ci-après à exploiter en Côte d'Ivoire un service de télévision privé commercial en clair sur le réseau TNT. Live TV, Optimum Média Côte d'Ivoire, Société audiovisuelle de Côte d'Ivoire, Sorano Côte d'Ivoire. 2. L'appel d'offres du 30 mai 2016 pour l'autorisation d'opérateurs de multiplex en vue de la distribution de services de télévision payants sur le réseau TNT, le collège de la ACA a autorisé par décision du 14 décembre 2016 les sociétés ci-après à exploiter un multiplex en vue de la distribution de services de télévision payants sur le réseau TNT.
Télénom Côte d'Ivoire, Star Times Média Côte d'Ivoire. Vous venez ainsi d'écouter le communiqué de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle relatif à l'autorisation de 4 chaînes de télévision à diffuser, et ce communiqué est lu par Adama Koni. Les élections législatives, c'est dans 3 jours. Pour une meilleure sécurisation du scrutin, le ministre de la Défense appelle les populations à collaborer avec les forces de l'ordre. Celles-ci vont être déployées sur l'ensemble du territoire. Alain Donwayi effectue une tournée dans la région de Nawa. Éric Ogori. La sécurisation des élections législatives est une priorité pour le gouvernement. Le ministre chargé de la Défense, Alain Donwayi, visite tout le pays pour se faire une idée afin de mettre un dispositif sécuritaire en place d'ici le 18 décembre, jour des élections. Cette tournée permet au ministre de s'entretenir avec les différentes populations, car ces populations sont associées au processus, comme ici dans le village de Lilio, situé à une 50aine de kilomètres de Soubré. Il faut une sensibilisation d'abord auprès des populations pour qu'elles aillent au vote de façon apaisée, que la campagne se passe dans un esprit de fraternité, parce qu'après les votes, il faut bien vivre ensemble. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on sécurise des élections, mais c'est la première fois, en dehors du vote référendaire, que l'ONUCI, qui était présent partout lors de nos élections pendant plus de 10 ans, n'est plus là. Et donc nous avons pris le relais et marquons le territoire national par une présence permanente depuis quelques jours et une présence qui va être accrue et renforcée. Jeunes gens, hommes, femmes et filles ont été sensibilisés. Ils doivent collaborer avec les forces de l'ordre pour leur faciliter la tâche le jour des élections. Et sachez que des observateurs sont dans le pays dans le cadre des législatives. Parmi eux figurent ceux de l'Union africaine. Cette mission est conduite par Catherine Samba-Panza. Elle a rendu une visite de courtoisie au président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné. Le chef de la mission d'observateurs de l'Union africaine dit être confiante quant à la transparence du processus électoral. Lansine Bakayoko, Gabriel Zani. Cette visite de l'envoyé de l'Union africaine au président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, rentre dans le cadre des usages de l'organisation panafricaine. La République de Côte d'Ivoire est membre de l'Union africaine et l'Union africaine a mis en place des règles, des procédures pour le déroulement des élections. Et en tant que membre de l'Union africaine, la République de Côte d'Ivoire et ses institutions se sont engagées pour le respect de ces codes et de ces procédures. Le Conseil constitutionnel, tout comme la Commission électorale indépendante, la CEI, impliquée dans le processus électoral, se sont engagés à garantir un scrutin transparent. D'autres acteurs seront également consultés. La société civile, les partis politiques, les candidats, la haute autorité de l'audiovisuel, le Conseil national de la presse, les médias eux-mêmes. Nous allons rencontrer toutes les parties. Nous allons nous-mêmes nous faire une opinion de comment le processus est en train de se préparer, comment le processus s'est déroulé et comment le processus a eu des résultats. Catherine Samba-Panza a dit sa foi dans l'organisation de ces élections législatives. C'est ce jeudi en début de matinée que Catherine Samba-Panza est arrivée en Côte d'Ivoire. Elle a été accueillie par la ministre de la Solidarité et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Koné. En santé, la jeunesse est au cœur de la 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. La rencontre se tient ici à Abidjan. Les participants planchent sur l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Le ministère de la Santé s'est également penché sur le planning familial. Il a organisé une cérémonie placée sous le thème « Promouvoir la contraception, c'est garantir un meilleur avenir pour les jeunes ». 300 personnes y ont pris part pendant 3 jours. Davis Oyo, Delphine Gla. Oui, l'heure de la révolution contraceptive a sonné. Un slogan pour inviter la jeunesse et les adolescents à prendre conscience de leur santé sexuelle et reproductive. Les jeunes sont au centre des échanges de cette 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. L'objectif est de réfléchir sur les 7 recommandations formulées par la jeunesse. Nous avons porté nos différents messages
qui était basé sur les services conviviaux, sur la santé, l'éducation sexuelle complète et sur les lois, sur la SR. Nous exprimons toute notre gratitude parce que nous, les jeunes, nous avons voulu porter haut nos voix et nous pensons que ça a été fait. Cette rencontre est l'occasion pour les responsables et partenaires de présenter les résultats déjà obtenus afin d'identifier les principaux obstacles pour une meilleure mise en œuvre du planning familial. Sur les 2 200 000 femmes additionnelles attendues à mettre sous méthode moderne de la contraception, la Côte d'Ivoire va y contribuer pour 25%, ce qui est énorme. Donc, nous considérons aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme un des moteurs de ce partenariat, un des moteurs si on prend donc les 9 pays. Nous devons agir plus que jamais parce qu'il y a des gens qui réfléchissent à la place des jeunes. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer. La Côte d'Ivoire s'est engagée aujourd'hui dans les questions d'éducation sexuelle complète où on a pu avoir 0 grossesse dans des lycées, où on a réduit même pratiquement de 80% des grossesses en milieu scolaire. La Côte d'Ivoire se réjouit du partenariat de Ouagadougou et s'engage à maintenir cet élan. Elle compte préserver ses importants acquis. À l'horizon 2020, elle souhaite accroître les ressources financières allouées à la planification familiale et étendre la gratuité des produits. La première chose que la Côte d'Ivoire a faite, c'est d'analyser son cadre juridique pour voir, pour apprécier les contraintes. Alors, il y a beaucoup de contraintes, le cadre juridique est vieillissant. Nous avons des lois qui datent de longtemps, notamment de 1920, qu'il faut réformer. Le ministère de la Santé a fait un avant-projet de loi qui a suivi le processus qui est aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale pour examen et vote. Si cela est fait, ça permettrait d'élaguer beaucoup de difficultés et permettre une meilleure application. L'autre aspect, c'est la mise en place de médicaments, de produits contraceptifs pour que les jeunes et la population de façon générale puissent avoir accès pour pouvoir faire cette contraception. Et la Côte d'Ivoire participait à hauteur de 30 millions. Aujourd'hui, c'est 400 millions que l'État de Côte d'Ivoire engage. Pendant 3 jours, 300 participants ont réfléchi autour du thème « Promouvoir la contraception, c'est garantir un meilleur avenir pour les jeunes ». Cette rencontre a aussi mis en lumière tous les progrès réalisés au cours de cette année 2016. On note 92 000 grossesses non désirées, 30 000 avortements à risque évités et 350 décès de mères évités, mais beaucoup reste encore à faire pour atteindre les 2,2 millions de femmes qui vont utiliser les méthodes contraceptives à l'horizon 2020. Nous restons dans le domaine de la santé. La République de Corée du Sud a offert des véhicules et du matériel aux équipes d'intervention rapide. Celles-ci pourront désormais mieux faire face aux épidémies dans les régions de Beke, de Bunkani-Gontugo et de Poro-Tchologo-Bagoué. Davis Oyo, Malika Koulibaly. La Côte d'Ivoire, désormais prête à faire face à toute urgence de santé publique. Ces véhicules et ces matériels qu'offre ici la République de Corée du Sud consacrent la mise en place des EIR, les équipes d'intervention rapide, parées pour faire face aux épidémies dans 3 régions sanitaires. Madame la ministre de la Santé exhorte à toute occasion les populations à fréquenter le centre de santé. Et leur apport est très important pour la détection rapide de ces cas de menaces qui surviennent la plupart du temps dans ces communautés-là. Dans le Poro, Tchologo, Bagoué, le Beke et le Bunkani-Gontugo, ce sont des équipes opérationnelles capables d'intervenir dans les meilleurs délais qui sont ainsi mises en mission. Concernant particulièrement la région de Bunkani-Gontugo, nous sommes situés à environ 400 km d'Abidjan et pour Bouna, c'est à peu près 600 km. Et quand il y a des épidémies, comme malheureusement il y en a quelquefois, donc des difficultés pour pouvoir déplacer nos équipes, pour aller au contact des populations, pour faire des investigations, des interventions et même pour transporter certains malades à l'hôpital de référence qui est de Bouna. Cette opération fait partie de l'approche Une seule santé élaborée par le gouvernement ivoirien au lendemain de l'apparition du virus Ebola. Aujourd'hui, 3 régions. Mais à terme, elle va s'étendre à toutes les 20 régions sanitaires. Lutte contre l'excision en Côte d'Ivoire, une œuvre autobiographique évoque la question.
Couteau brûlant met en relief les méfaits de cette pratique. Son auteur, Ami Traoré, s'en sert pour mener une campagne de sensibilisation. Elle était récemment au lycée Nembo à Boaké. Maria Kobi, Kwadio Kwami. Soudain, je sentis un objet glacé qui entra dans ma chair comme un éclair. Aucun mot ne pourra jamais exprimer la violence de ce que je ressentis à ce moment précis. Voilà un extrait de l'œuvre autobiographique Le couteau brûlant de Ami Traoré dévoilant la face hideuse de l'excision. Ablation partielle ou totale du clitoris, des petites ou grandes lèvres à des buts non thérapeutiques. L'excision est un fléau qui, malgré des campagnes de sensibilisation, continue d'exister dans nos contrées. Face à cette pratique, l'écrivain Ami Traoré, à travers la fondation Nid Trésor, avec le soutien de l'ambassade d'Allemagne, s'est engagé dans cette lutte. Stratégie adoptée, le livre comme moyen de sensibilisation. C'est arrivé d'abord à briser ce mur du carcan qui renferme la pratique de l'excision. Et de deux, je pense qu'avec les conséquences, les images qui sont montrées, je suis sûre que lorsqu'une petite fille sera en train de crier à 4 h du matin, on sera à même de dénoncer. Ces jeunes filles, choquées par la réalité de cette pratique, ont invité les parents encore adeptes de l'excision à ne plus faire de leurs filles des personnes amputées. Je retiens que l'excision n'est pas une bonne chose. Les parents ne doivent pas exciser les filles car ça entraîne de nombreuses conséquences. En Côte d'Ivoire, depuis 1998, une loi a été votée portant répression des mutilations génitales féminines avec une peine de 1 à 5 ans d'emprisonnement, avec une amende de 360 000 francs CFA à 2 millions de francs. Mais il a fallu 2012 pour voir les premières condamnations d'exciseuses. Justice à présent, la Cour africaine de justice fait le point de ses activités à l'occasion du 5e dialogue annuel de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme, les droits de la femme et la gouvernance en Afrique. La rencontre s'est tenue à Arusha en Tanzanie. La Cour reconnaît avoir résolu nombre de cas, mais elle estime que beaucoup reste à faire en matière de protection des droits de l'homme sur le continent. Adama Koni. Un symposium international pour rappeler le mandat impératif de la Cour avant de réfléchir sur l'existence, les succès, les faiblesses et les défis qui se dressent devant elle et formuler des recommandations. Malgré des avancées notables, la Cour reste encore une institution méconnue et sous-exploitée. Seulement 30 États sur les 54 reconnaissent sa compétence à ce jour et c'est l'origine de l'inquiétude du président. C'est une étape très importante dans la mesure où elle nous permet de savoir d'où on vient, de savoir où on va, de procéder, si vous voulez, à des réajustements dans le mandat que nous avons de protection des droits de l'homme. Et donc c'est une initiative qui permet de réfléchir sur les actions à poser dans les années futures pour améliorer la protection des droits de l'homme sur le continent africain pour la rendre effective. 10 ans d'existence, 119 requêtes, 32 traités. La Cour invite les Africains à plus d'engagement. Les 150 délégués, experts, représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne ont tous émis des critiques sans complaisance et tiré les leçons de ce qui a été déjà accompli afin de revitaliser la Cour pour les années à venir, parce que 2016 étant décrétée année des droits de l'homme. Nous changeons de registre. La coordination régionale de la Commission du mécanisme africain d'évaluation par les pairs forme les populations à Agboville. Elles seront à terme mieux outillées pour donner leurs différents avis sur les activités du gouvernement et faire des propositions. Thérèse Yoboué. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est une émanation du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, dont le comité des chefs d'État et de gouvernement chargé de sa mise en œuvre a adopté en sa session de mars 2003 à Abuja les documents y afférents. C'est un programme créé par les Africains pour aider les dirigeants à bien gérer leur pays. Avec cet instrument, les populations regardent ce que le gouvernement fait en matière de politique, d'économie, notamment avec les entreprises et pour leur bien-être.
santé, emploi, éducation, logement, électricité, eau, route. Cette structure Maï est la bienvenue. L'occasion est donnée à la population, je pense, de s'exprimer librement parce que cette préoccupation sera prise en compte, non seulement en Côte d'Ivoire, mais par toute l'Afrique. Le préfet de la région de l'Agné-Bitiassa et du département d'Agboville, Anatole Priva-Bako-Digbe, a appelé ses administrés à s'impliquer dans ce processus démocratique en donnant leurs avis sans crainte. Un mot d'enseignement supérieur avec la deuxième journée scientifique du CAMES à Dakar au Sénégal. Une journée qui a vu le lancement des activités du programme thématique de recherche du CAMES ainsi que la présentation du plan d'action sur la biodiversité. L'événement a réuni plusieurs experts. Malika Koulibaly. Dynamiser la recherche scientifique dans son espace. Telle est l'ambition du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Pour ce faire, un atelier est organisé sur la question. Atelier en 12 thématiques, au nombre desquelles la biodiversité pour présenter à la communauté scientifique le plan élaboré lors de sa deuxième journée scientifique tenue à Dakar au Sénégal. Une science qui vise donc à sauvegarder cette vie et à l'accompagner pour que chacun des écosystèmes de cette vie soit préservé. Le plan d'action, c'est un regroupement de toutes les actions que nous voulons mener en vue de la connaissance, de la conservation et de la valorisation de la biodiversité dans l'espace CAMES. Dans sa volonté de promouvoir la biodiversité, le CAMES n'est pas seul. Il reçoit ici le soutien du PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Le problème ne permet pas de limiter les montants que nous allons donner pour soutenir et accompagner les projets et le PTR CAMES. Les vies sont liées les unes aux autres. Les hommes ne peuvent pas vivre si les animaux ne vivent pas. Les hommes ne peuvent pas vivre si les forêts ne sont pas. Les hommes ne peuvent pas vivre si les petits poissons qui sont dans l'eau ne sont pas là. À cette rencontre, la représentante de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a encouragé les participants à déterminer des actions concrètes et pertinentes. Actions qui vont participer à la promotion et à la valorisation de la recherche dans l'espace CAMES. Quelle place doit occuper le livre dans l'éducation et le développement du pays? Ce sujet préoccupe le gouvernement. Il a mis en place une politique visant à développer les activités éditoriales. La loi numéro 2015-540 a donc été adoptée en juillet 2015. 2 avant-projets de décret visant la mise en œuvre de cette loi vont être examinés au cours d'une rencontre initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Astoutouri. Assainir les activités de la chaîne du livre, améliorer son environnement économique et professionnel et instaurer la culture de la lecture au sein de la population. C'est tout l'enjeu de cette rencontre de réflexion organisée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Aujourd'hui, on va déterminer véritablement comment on devient libraire, comment on devient bibliothécaire. Deuxième projet, il s'agit de voir les modalités d'application de l'achat des ouvrages auprès des libraires par les acheteurs institutionnels. Les textes réglementaires existent déjà, cependant la mise en œuvre nécessite certaines modifications. Au cours de cet atelier, il sera surtout question d'analyser, améliorer et valider les avant-projets de décrets d'application. La loi sur le livre qui va faire la promotion de l'industrie du livre, puisqu'on va arriver véritablement à une véritable industrie au niveau du livre, il y a des avantages qui sont octroyés à l'endroit des professionnels de la chaîne du livre. Notamment, on va mettre en place un fonds d'aide aux professionnels. Il y a quand même aujourd'hui, avec l'achat, les acheteurs institutionnels, ça va faire gonfler leur chiffre d'affaires. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient de mauvaise foi dans les droits qu'on va leur octroyer. Donc il y a des sanctions déjà qui sont prévues par la loi. Toujours dans l'objectif de promouvoir la chaîne du livre, le directeur de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC veut apporter sa pierre à l'édifice. C'est un secteur qui souffre véritablement d'un manque de formation des acteurs. Nous mettons donc à la disposition du public une offre de formation en édition et métier du livre. L'atelier se tiendra sur 2 jours avec 26 participants.
Dans la même veine, le ministère de l'Éducation nationale veut améliorer l'apprentissage de la lecture chez les élèves du primaire. Pour inculquer donc le goût de la lecture à ses élèves, une rencontre a réuni le service de lecture et des bibliothèques scolaires. Grâce Kando. 88,3% des élèves du primaire ne savent pas lire, selon le ministère de l'Éducation nationale. Ces chiffres appellent à une réaction urgente et vigoureuse afin de remédier à ce tableau sombre. Que faire? Comment amener les élèves à maîtriser la lecture? Quel type de méthode pédagogique appliquer en classe? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, la direction de la pédagogie et de la formation continue initie un séminaire. La base de tout apprentissage part de la lecture. Si un enfant ne sait pas lire, il ne pourra pas faire de mathématiques, il ne pourra pas faire donc, de l'histoire et de la géographie, il ne pourra pas faire de sciences. Pour ainsi dire, la lecture est fondamentale et je suis même appelé à dire que c'est le b.a.-ba de tout apprentissage. Nous allons mettre en place des petites bibliothèques dans les collèges avec la participation des parents d'élèves, c'est-à-dire les COGES, et mettre en place dans les primaires des box bibliothèques dans chaque salle de classe pour que les enfants, lorsqu'ils ont acquis les connaissances en lecture, puissent les mettre en pratique et puissent s'attacher au livre qui va être un outil de performance dans ce qu'ils ont appris. Un séminaire qui se déroule sous forme d'exposés en plénière et de travaux en atelier. La lecture est le fait de savoir déchiffrer et comprendre ce qui est écrit. C'est un pilier important de réussite scolaire. Les acteurs du système éducatif sont donc déterminés à inculquer le goût de la lecture aux élèves pour leur réussite. Retour à Boaké, les chefs d'établissement, leurs adjoints et des directeurs d'études renforcent leurs capacités en vue d'améliorer leur emploi du temps. L'initiateur de cette rencontre est l'antenne de la pédagogie et de la formation continue du ministère de l'Éducation nationale. Soro Corona, Chris Larsend. Instrument pédagogique de premier plan dans la gestion et la réglementation des activités scolaires, l'emploi du temps, cette organisation et distribution des activités pour une période donnée est souvent mal montée dans les établissements scolaires. Des anomalies qui ont une incidence sur la répartition des enseignants, sur la formation des élèves et sur les budgets des COGES. Pour améliorer les emplois du temps, l'antenne de la pédagogie et de la formation continue a créé un cadre d'échange afin de renforcer les capacités des chefs d'établissement, leurs adjoints et des directeurs des études. Quand l'emploi du temps est bien concocté, bien monté et respectant les critères, les instructions officielles, il ressort donc une bonne utilisation du personnel et donc une bonne gestion des ressources humaines. Une réduction des dépenses d'emploi des vacataires, donc une réutilisation à bon escient des fonds qui auront été économisés. Diminution ou augmentation du quantum horaire de certaines disciplines, contrairement aux instructions officielles, regroupement de plusieurs classes à la même heure pour une matière donnée et remplissage insuffisant du canevas de travail. Des anomalies passées en revue par les experts du ministère de l'Éducation nationale. Au début de l'année, on est tellement pressé que souvent on laisse traîner des coquilles. Et ça, on peut réparer. C'est des petits réaménagements qu'il faut faire. Je pense que le séminaire est important. Cette session de formation a permis aux participants de partager leurs expériences, notamment en matière de réglementation sur l'organisation du temps et de conception des emplois du temps. Un peu plus loin de Boaké, rendons-nous à Ouragayo à l'ouest. La ville va être bientôt dotée d'un plan stratégique de développement. Ce plan a été réalisé par le BNET à la grande satisfaction des populations. Thérèse Yoboui. Le plan stratégique de développement de la commune de Ouragayo, région du Gor, a été élaboré autour de la gestion durable du cadre de vie, du développement économique, des ressources naturelles, du renforcement des infrastructures et l'amélioration de la gouvernance locale. La restitution de ce plan stratégique s'est faite au cours d'un atelier qui a regroupé des représentants de la population. Le maire de Ouragayo a pour sa part insisté sur la capacité de sa commune à obtenir des financements et accélérer le développement de sa localité. Ouragayo est situé à 17 km de Gagnoa, région du Gor. C'est une localité productrice de café, cacao et de produits vivriers.
Intéressons-nous au prix national d'excellence 2016. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie a attribué des prix aux meilleures entreprises des secteurs des hydrocarbures et de l'énergie. Voyons la remise de ces prix avec Perpétuquement et Malika Koulibaly. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie veut bâtir une administration moderne et forte avec des animateurs rigoureux. Ces animateurs ont été trouvés et récompensés. Ils ont reçu des prix des meilleures entreprises des secteurs des hydrocarbures et de l'énergie. Chers lauréats, je voudrais saluer les efforts supplémentaires qui vous ont valu ces prestigieuses distinctions. Je vous invite à les appréhender comme un engagement ferme en faveur de l'exemplarité en toutes circonstances et de l'amélioration continue des performances. Je ne doute nullement que vous puissiez réussir ce challenge, étant entendu que votre désignation est le fruit d'un processus transparent basé sur des critères objectifs. Les lauréats promettent de maintenir le cap. Ils s'engagent à plus de travail toute l'année pour glaner encore les lauriers. Ces lauréats du secteur des hydrocarbures sont conscients du devoir qui s'impose désormais à eux d'être un modèle par le mérite dans l'avènement d'un Ivoirien nouveau pour la marche accélérée de nos chères nations vers l'émergence à l'horizon 2020. Ce sont au total 5 millions de francs CFA qui ont été remis aux meilleures entreprises des secteurs des hydrocarbures et de l'énergie. À l'étranger, en Gambie, après l'échec de la délégation de la CEDEAO à convaincre le président sortant, Yahya Jammeh a décidé de saisir l'Union africaine. L'ONU l'interpelle tout de même. L'intervention des forces de sécurité gambiennes devant la commission électorale indépendante mardi lors de la visite de la mission du chef d'État d'Afrique de l'Ouest a été jugée inacceptable par les Nations Unies. Le personnel de la commission s'est vu interdire l'accès aux locaux sans explication par des membres de la police anti-émeute. En Syrie, l'évacuation des rebelles et de leurs familles est en cours. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 29 autocars et 19 ambulances ont été mobilisés pour évacuer les civils et les rebelles des quartiers d'Alep-Est. L'évacuation doit se faire en plusieurs phases. La priorité est accordée aux blessés et à leurs familles. Sortiront ensuite les combattants rebelles et leurs proches. Tout l'enjeu est de sécuriser les corridors qui ont été choisis pour évacuer les civils. Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent dès ce jeudi à Bruxelles pour un dernier Conseil européen d'une année affectée par le Brexit. Après une journée de discussion consacrée à la crise des migrants, aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie pour son rôle en Ukraine, aux répercussions de la présidentielle américaine et à la zone euro, ils se pencheront sur le Brexit en l'absence de la première ministre britannique Theresa May. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI.